Il est 12h37, on parle philo. Europe 1, Pascal Praud. C'était le bac de philo pour la série générale. Les sujets étaient proposés étaient les suivants. La science peut-elle satisfaire notre besoin de vérité? Je ne sais pas ce que vous en pensez, Géraldine. Oh là, La science peut-elle le Big satisfaire Bang, on a besoin de savoir. Non mais c'est vrai, la création de l'univers. Oui, attends, avant que vous sachiez la création de l'univers, il va se passer un peu de temps. Hein. La science peut-elle satisfaire notre besoin de vérité? L'État nous doit-il quelque chose? Voilà un bon sujet. Est-ce que l'État nous doit la protection, la sécurité, que sais-je, de l'argent, des aides? La nature est-elle hostile à l'homme? Ça, c'était pour la série technologique, et je trouve que ce sujet est intéressant. La nature est-elle hostile à l'homme? Est-ce qu'il faut domestiquer la nature? C'est presque... Alors ça, c'est un sujet très politique. Hein. L'artiste est-il maître de son travail? Donc, je ne sais pas ce que ça veut dire. L'artiste est-il maître de son travail? C'est l'inspiration divine, c'est le doigt de Dieu qui a envoyé à Mozart son intuition. Ça, on peut en parler peut-être avec Nicolas, qui est prof au lycée à Valenciennes, je crois. Bonjour, Nicolas. Et il surveillait les épreuves ce matin. Bonjour, Nicolas. Vous êtes prof de philo? Non, en économie. Vous êtes prof en économie et vous surveillez les élèves. C'est 4 heures? 4 heures, tout à fait. Alors, dans tous les cas, en fait, là, j'ai envie de dire, pour une surveillance, entre guillemets, il n'y a plus vraiment de prof 2 ou prof 2. J'ai envie de dire, finalement, c'est toute l'équipe enseignante de l'établissement qui surveille, on va dire, l'ensemble des épreuves durant la semaine pour le bon déroulement, finalement. Il y avait combien d'élèves devant vous? Alors, bien sûr, c'est impartable, donc entre 26, 27, entre 25 et 30. Bon, est-ce que les 26, 27 ont planché 4 heures ou est-ce que certains ont quitté la salle dès la première heure? On a le droit de sortir au bout d'une heure? Alors moi oui, tout à fait. Alors moi j'étais en lycée. Alors ce matin j'ai par exemple surveillé l'épreuve en général. Donc ils vont au bout des 4 heures. Pour, on va dire, 90-95%. C'est le sujet 2 qui a beaucoup plu lorsque je passais dans les rangs. L'État nous doit-il quelque chose? Voilà, c'est ça. Et on voyait, en fait, en passant dans les rangs, que énormément d'élèves avaient pris ce sujet-là. Alors, est-ce qu'on peut dire sujet d'actualité? Je ne sais pas. Est-ce qu'on peut faire un lien avec la dissolution, etc. Mais en tout cas, en effet, on voyait les mots sécurité, argent, finance, etc. Et finalement, voilà, je vous dis, en tout cas, dans la salle où j'ai surveillé, 85-90% ont pris le sujet 2. Ce qui serait intéressant, c'est d'avoir un petit peu des pistes. Je ne sais pas si vous avez pu échanger, s'il y avait des profs de philo avec vous. Vous-même, qu'en pensez-vous? L'État nous doit-il quelque chose? Alors, on va dire, en philo, alors moi, maintenant j'ai 40 ans, mais de ce que je me souviens à l'époque, notre professeur nous disait toujours que la prise de position n'était pas forcément toujours ce qui était demandé, on va dire. Le but, c'était vraiment de montrer les deux côtés. Pourquoi, par exemple, pourquoi oui, pourquoi non, ou pourquoi, entre guillemets, quels sont les avantages, les inconvénients, les atouts, etc. Pour moi, en tout cas, surtout là, finalement, ça rejoint un peu aussi l'économie, puisque l'État nous doit-il quelque chose? En tout cas, on le voit aussi en éco. On va dire il y a quand même un minimum que l'État doit fournir. Mais c'est vrai que là, surtout actuellement, avec le contexte politique de la France, j'ai vu énormément de mots sécurité, prévention, force de l'ordre sur les brouillons ce matin. Est-ce que vous avez vu le mot instruction, par exemple? Parce que est-ce que l'État doit l'instruction? L'instruction, qui était un joli mot d'ailleurs, l'instruction nationale, avant l'éducation nationale, l'instruction, d'instruire, d'apprendre à compter, apprendre à lire. C'est ça, tout à fait. Alors en effet, l'apprentissage c'est essentiel, et d'ailleurs j'en ai fait mon métier, mais c'est vrai que, alors eux n'utilisaient peut-être pas forcément le mot instruction ce matin sur les brouillons que j'ai pu voir, mais en effet l'école, en effet certains élèves en ont parlé, mais par-dessus tout, là je vous dis, je l'ai vu sur 80% des brouillons, c'est le mot sécurité, prévention. Oui, c'est très intéressant parce que ça montre aussi ce qu'est l'époque. Il y a forcément ces sujets-là à 20 ans, 30 ans ou 40 ans de distance ne sont pas toujours les mêmes copies. Eh bien, je vous remercie grandement, Nicolas, parce que vous allez pouvoir rester encore quelques secondes avec nous, Monsieur Boubouk.
Oui, bien sûr, Pascal. Non, mais... Vous souhaitiez qu'on prolonge peut-être la discussion avec Nicolas ? Au moins quelques instants, si possible. Bien sûr. Merci à vous. L'État nous doit-il ? On peut tout simplement envisager peut-être l'autre sujet. La science peut-elle satisfaire notre besoin de vérité ? Qu'en pensez-vous, cher Nicolas ? Alors ça, par contre, la science peut-elle satisfaire notre besoin de vérité ? Là, j'avoue que c'était un sujet qui me paraît plus abstrait que le second. Après, éventuellement, moi, je voulais aussi peut-être revenir sur le commentaire de texte, la condition ouvrière de Simone Veil. Oui, je vous en prie. Voilà, où là, finalement, j'ai aussi eu, j'ai vu, on va dire, ceux qui n'ont pas pris, j'ai envie de dire, le sujet 1, j'ai vu peu d'élèves le prendre. Le sujet 2, on en a parlé, c'est 80% des élèves que j'ai pu surveiller ce matin, et les 20 autres pourcents, c'est le commentaire de texte. Commentaire de texte, c'est toujours moins, entre guillemets, c'est un peu trivial, moins casse-gueule, a priori, que de se lancer dans une dissertation. C'est ce qu'on disait jadis, quand on n'était pas trop sûr de ses connaissances philosophiques, on s'appuyait sur un commentaire de texte. C'est ça. Et entre guillemets, on avait un premier support qui nous permettait finalement de disposer d'un minimum d'informations. Et vous avez évidemment eu le temps de lire ce commentaire, en tout cas ce texte de Simone Veil. Alors ce n'est pas Simone Veil, évidemment, la femme politique, mais Simone Veil, la philosophe, qui est morte très jeune d'ailleurs, je crois qu'elle est morte à moins de 30 ans, et qui avait écrit un texte, La condition ouvrière, que je ne connais pas, mais peut-être avez-vous pu découvrir ce texte. Alors justement, là c'est pareil, finalement ça fait... Alors d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est qu'en sortant à midi, lorsque les élèves rendaient leurs copies, certains nous ont dit mais les sujets ils sont faits quand ? Parce que en fait, en tout cas, ces sujets collent vraiment actuellement à la réalité de l'information de l'actualité en France, j'ai envie de dire. Quand on voit actuellement l'environnement politique dans lequel on vit, là c'est pareil. Finalement, lorsque l'on parle de conditions ouvrières, c'est pareil, on en revient finalement à ce que l'on vit actuellement, la dissolution avec les programmes de la gauche, de l'extrême gauche, les LR, le RN, etc. Enfin, finalement, c'est aussi vraiment un sujet d'actualité, la lutte ouvrière. Je lis quelques notes de Simone Veil. L'un de ses textes les plus importants, La condition travail. La philosophe estime que la notion de travail comme valeur humaine est sans doute l'unique conquête spirituelle qui ait faite la pensée humaine depuis le miracle grec. Merci beaucoup, Nicolas. On est avec notre ami Nathan Dever, que vous connaissez, qui intervient régulièrement sur CNews, sur Europe 1, qui est, je crois, agrégé de philosophie. Nathan, bonjour Nathan. Bonjour Pascal. Vous êtes agrégé de philo, c'est bien cela ? Exactement. L'État nous doit-il quelque chose ? Vous avez non pas 4 heures, mais 1 minute. C'est dur parce que je n'étais pas au courant du sujet. Vous me l'apprenez à l'instant. Écoutez, l'État nous doit-il quelque chose ? La première question que ce sujet pose, c'est la question de savoir dans quelle mesure ce qui peut fonder un État, c'est une dimension contractuelle. Le citoyen accepte de donner quelque chose à l'État, en l'occurrence de renoncer à sa liberté en tant qu'elle est indéterminée, en tant qu'elle est absolue, en tant qu'elle est naturelle. Et donc c'est en quelque sorte une sorte de sacrifice. Mais en échange, l'État s'engage à lui garantir un certain nombre de choses, à lui garantir le fait qu'il ne va pas vivre, ça c'est la théorie notamment de Hobbes et toutes les théories du contrat social, le fait qu'il ne va pas vivre dans une situation où l'homme est livré à lui-même et donc l'homme peut devenir un loup pour l'homme et donc il est dans une situation potentielle de guerre de tous contre tous, lui garantir aussi, précise Hobbes, une certaine forme de bien-être, etc., etc. Ça c'est une première dimension. La deuxième dimension qu'on peut évidemment... Écoutez, c'est très difficile. La deuxième dimension qu'on peut investiguer dans ce sujet, c'est se demander dans quelle mesure les libertés auxquelles renonce l'individu vont être échangées contre des libertés, contre des droits qui sont posés par l'État, qui sont inaliénables et qui sont inconditionnels. Merci. Désolé, je vous mets 18 et je dis aux auditeurs, vous venez d'assister à ce qu'un esprit formaté à penser et peut-être supérieur comme Nathan Dever est capable de dire sur un sujet qu'il ne connaissait pas en quelques secondes. Et c'est pourquoi ce monsieur est agrégé de philo, c'est pourquoi il a fait Normal Sup. Mais vous n'y pouvez rien. Dieu vous a fait comme ça, ne vous en vantez pas, Nathan Dever. Vous n'y pouvez rien. Mais c'est vrai que cette capacité à réfléchir et à dire et à mettre les choses et à conceptualiser les choses est toujours
passionnant et intéressant à vous écouter. De rien, Pascal. 12h47. Merci, cher Nathan Dever. Merci beaucoup. Le débrief dans une seconde. Vous écoutez Pascal Pro de 11h à 13h sur Europe 1. À tout de suite.